Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Je vous le disais à l'instant, le roi du Maroc, Sa Majesté Mohamed VI, a quitté cet après-midi Bamako. Le souverain marocain boucle ainsi une visite de 5 jours dans notre pays. Visite qui a permis aux Maliens et Marocains de poser de nouveaux jalons dans leur coopération bilatérale. Comme l'atteste la signature de plusieurs accords entre nos deux pays, le séjour de Sa Majesté a été sanctionné par un communiqué conjoint dans lequel les deux parties s'engagent à renforcer leur coopération dans tous les domaines. Retour sur certains points clés du texte avec notre reporter Bourama Traoré. Séjour bien rempli pour le roi Mohamed VI à Bamako. 5 jours de visite d'État avec à la clé la signature de 17 accords bilatéraux et multisectoriels, l'inauguration, la pose de la première pierre de certaines infrastructures majeures de développement. Bref, l'horizon semble être totalement dégagé dans la coopération maliano-marocaine. L'évidence est bien les engagements pris par les deux parties contenus dans un communiqué conjoint. Sur la crise sécuritaire au nord du Mali, par exemple, les deux chefs d'État ont une identité de vue. Pas question de remettre en cause l'unité territoriale et la stabilité du Mali. Le roi Mohamed VI félicite le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta pour l'ouverture à Bamako des négociations entre l'ensemble des composantes du pays dans le cadre du dialogue inclusif. À son tour, le chef de l'État reconnaît et apprécie l'engagement du souverain marocain dans la facilitation d'une solution politique à la crise du Nord. IBK et Sa Majesté Mohamed VI entendent également apporter tout leur soutien aux efforts visant à dynamiser davantage la Sénésade pour la paix et le développement dans la région sahélo-saharienne. Sur le volet économique, le Maroc va apporter son soutien à la mise en œuvre du plan pour la relance durable du Mali, un plan soutenu par la communauté internationale lors de la conférence de Bruxelles du 15 mai 2013. Dans le même sens, les deux chefs d'État conviennent de la tenue dans les meilleurs délais de la 4e session de la Grande Commission mixte de coopération Mali-Maroc. Par ailleurs, le président Ibrahim Boubacar Keïta déplore l'absence du Maroc de l'Union africaine. Il se dit déterminé à œuvrer de commun accord avec ses pairs africains pour le retour de ces pays au sein de l'organisation panafricaine. Enfin, le roi Mohamed VI a invité le président Keïta à effectuer une visite d'État au Maroc. L'invitation a été acceptée et la date sera fixée par voie diplomatique. Voilà, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, donc en compagnie de Sa Majesté, ont inauguré cet après-midi le boulevard Mohamed VI. Il s'agit de la voie qui mène à Sébenikoro, passant devant l'ex-institut Marchou. Ce geste est l'expression des liens séculaires qui existent entre nos deux pays. Youssouf Diakité. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, et le roi Mohamed VI renforcent davantage les liens fraternels de coopération entre les deux pays, le Mali et le Maroc. Cela se justifie ici par le baptême de cette rue boulevard Mohamed VI. Il s'agit de la voie qui mène à Sébenikoro, passant devant le Centre national d'appui à la lutte contre la maladie, l'ex-institut Marchou. En faisant ce choix, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, réaffirme son attachement aux liens séculaires entre les deux pays, comme pour dire qu'entre frères, l'on peut toujours se perdre de vue, mais jamais l'on ne se sépare définitivement. La confirmation des deux pays liés par le sang et l'histoire. Et visiblement, ce qu'on pouvait lire sur le visage, c'est que l'axe Rabat-Bamako se renforce de jour en jour. Pour être tout à fait complet, Sa Majesté Mohamed VI, avant de quitter notre pays, a décoré un de nos compatriotes. Il s'agit du secrétaire général de la présidence de la République, Toumani Djimé Diallo. Ce geste vise à saluer l'homme pour les efforts accomplis dans le cadre de l'amélioration des relations maliano-marocaines. Le film de la cérémonie de décoration, c'est avec Nyanya Aliou Traoré. Deux cérémonies. La première consacrée, la décoration de Toumani Djimé Diallo. Et la seconde était la remise par notre président de la République à son hôte royal de cadeaux. La décoration du secrétaire général de la présidence Toumani Djimé Diallo n'est pas fortuite. Ce fin diplomate a participé activement au raffermissement des relations entre le Mali et le Maroc. En poste depuis novembre 2010 comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Mali au Royaume du Maroc, avant sa nomination à Koulouba, Diallo était chevronné du travail bien fait. Ses collaborateurs disent de lui un homme assidu, doté d'une grande capacité d'analyse et de décision. Cette décoration vient s'ajouter au lot de reconnaissance déjà acquise par l'homme. Notez que le secrétaire général de la présidence est chevalier de l'ordre national du Mali.
L'autre cérémonie concernait une remise des plus symboliques. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a offert un cheval tout de blanc à son invité frère et ami, le roi Mohamed VI. Dans nos traditions, le cheval symbolise le pouvoir, la gloire, bref, la royauté. Ces cadeaux viennent ainsi donc conforter cette position du roi du Maroc. Un autre cheval a été offert par le shérif de Nioro et un bélier par le ministre du Développement rural à Sa Majesté. Le roi Mohamed VI, très impressionné par la stature du mouton, posait beaucoup de questions sur l'animal, à savoir qu'est-ce que signifiait un bélier dans nos traditions. Et un président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, tout simplement ravi de lui raconter nos mœurs et coutumes. Sur un tout autre chapitre, ouverture ce matin à Bamako des travaux du premier Conseil national du Haut Conseil islamique. Il vise à élaborer les textes juridiques qui doivent régir le prochain congrès de l'organisation qui se tiendra dans les mois à venir. Les participants vont procéder à la mise en place du bureau national de ce conseil, compte rendu Daouda Sidi Fidjara. Ce conseil très attendu est statutaire. Il devra donner du sang neuf au Haut Conseil islamique du Mali et fixer la date de son prochain congrès. C'est pour nous permettre vraiment de faire le toilettage des textes du Haut Conseil islamique pour l'adapter à la situation de notre pays, à l'évolution des associations islamiques. C'est pour nous permettre vraiment la participation inclusive de toutes les associations et pour vraiment nous permettre de faire un congrès apaisé. Un congrès qui va réconcilier les cœurs et les esprits. C'est bon avec la réconciliation des cœurs et des esprits pour doter le Haut Conseil à des textes de base juridique qui peuvent nous permettre à faire un bon congrès, peut-être dans un mois ou bien 2 mois, dans la paix et la réconciliation. Ce que nous attendons concrètement est que le Haut Conseil islamique a travaillé pendant 5 ans, sinon 6 ans. Donc nous voulons un bilan. Qu'on nous fasse le bilan. Nous avons des critiques à faire, nous avons des propositions aussi pour aller dans un congrès apaisé. Parce que si vous savez, ces assises-là sont organisées pour préparer le congrès. Excepté Kidal, chaque région a envoyé 3 délégués pour prendre part à ses premières assises. Ce premier conseil est attendu pour qu'à la fin de ces assises, une date soit trouvée, fixée pour la tenue du congrès de notre Haut Conseil islamique. Notre rencontre, votre rencontre, se tient à un moment crucial pour notre pays, la recherche de la stabilité nationale. À l'issue des travaux, les participants doivent procéder à la mise en place d'un bureau du Conseil national. La branche IMP de Bamako s'organise pour les prochaines élections représentatives des Français de l'étranger. Une assemblée générale s'est déroulée à cet effet à l'hôtel Badala. La conférence de presse qui s'en est suivie a été animée par Jean-Louis Arajol, le tout nouveau délégué élu. Dans cet entretien avec Alousseni Touré, il précise les ambitions de sa structure. Suivons cet entretien. Nous avons organisé cette assemblée générale extraordinaire pour 2 raisons. La première raison était bien évidemment de présenter la liste des Français qui vont représenter donc les couleurs de l'Union des Français pour l'étranger, association UFE, soutenue par notre organisation, l'UMP, soutenue par le collectif Français Solidaire, aux prochaines élections du mois de mai, qui intéressent tous les ressortissants français, puisqu'il s'agit de désigner pour eux les représentants consulaires qui vont donc les représenter, bien évidemment, s'ils résident à Bamako et s'ils résident au Mali. La liste sera conduite par mon prédécesseur, à savoir Michel Darwish, ici présent, et cette liste, comme vous pourrez le voir très prochainement dans les prochaines semaines et les prochains mois, donc est une liste telle que nous la souhaitions, c'est-à-dire composée de Français, mais aussi de Franco-Maliens, puisque 3 Franco-Maliens sur les 6 candidats feront partie et seront partie intégrante de cette liste. Nous avons souhaité réorganiser cette section pour la bonne et simple raison que nous considérons que l'alternance politique en France est inéluctable. Et donc nous allons mettre en place une équipe et nous allons nous efforcer, bien évidemment, de mener ce combat de façon à ce que lorsque l'alternance sera effective en France, ce qui, je le rappelle, est inéluctable, eh bien nous soyons prêts à accompagner au niveau
de Bamako au niveau du Mali. Le dossier de la rédaction à présent, le manque de structures sanitaires et sécuritaires ainsi que les cantines, voilà quelques difficultés que rencontrent les campus universitaires de notre pays. Depuis la rétrocession de ces structures par l'AIM au Centre national des œuvres universitaires, le surpeuplement connaît une baisse d'environ 50%. Pour 100 000 étudiants universitaires, l'université dispose seulement de 8 campus d'une capacité totale de plus de 1200 lits. Notre reporter Agali Agagissa a été voir sur le terrain, suivant son reportage. Les campus universitaires sont des résidences exclusivement estudiantines. Les occupants sont pour la plupart des étudiants venus de l'intérieur ou de l'extérieur du pays. La jeune université du Mali dispose seulement de 3 campus d'une capacité d'environ 1200 lits dans le district de Bamako. Une offre en deçà de la forte demande qui entraînait le surpeuplement dans ces logements. Malgré les efforts consentis par l'État à travers le Centre national des œuvres universitaires CNU, les pensionnaires déplorent certaines insuffisances. Il y a problème de chambres. Bon, les chambres ne sont pas aussi nettoyées. Fournissons beaucoup d'efforts pour le nettoyage des chambres, ainsi de suite. Il n'y a pas de cantine ici. Nous sommes 4 filles dans cette chambre, donc nous, on prépare ensemble. L'autre aspect de difficulté, c'est le retard dans le paiement des trousseaux et des bourses, ce qui amène les étudiants à se livrer à d'autres activités comme les petits commerces pour joindre les deux bouts. Les responsables du CNU restent conscients des défis à relever et ne cessent de multiplier les efforts pour améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants. Le nombre des occupants des chambres a été réduit de plus de 50% depuis la rétrocession de ces infrastructures par l'AM au CNU en août 2011. Aujourd'hui, le nombre requis est de 8 étudiants par chambre au maximum contre 25 les années précédentes. Selon le directeur général du CNU, sa structure dépense plus de 140 millions de francs CFA pour l'entretien des locaux. Il n'y a vraiment pas de grand problème. Il n'y a pas de grand problème par rapport aux années précédentes. On est en train de mettre petit à petit en place les autres structures après les dortoirs, c'est-à-dire les terrains de sport et les salles de jeu. Il y a une salle où il y a la télé, ensuite les cantines. Donc chaque année, il y a effectivement une partie du budget qui va rien que dans la réhabilitation des portes. Et puis, ce qu'on attend de l'État, en réalité, il faut qu'il pense en réalité au sort des étudiants. Dans quel contexte? C'est-à-dire, ils n'ont qu'à penser à verser les trousseaux dans les comptes à temps, en même temps les bourses à temps. Il faut que les mesures sécuritaires soient déployées sur la colline. Il faut que les étudiants étudient dans la quiétude. Les regards restent tournés vers le sentier de Kabbalah qui ne permettra pas cependant de combler les attentes en termes de logement des étudiants. Kabbalah, c'est vraiment la perspective, n'est-ce pas, très proche. C'est vraiment un village universitaire parce qu'il y a tout ce que vous pouvez imaginer. Il y a le centre de santé, il y a un grand restaurant, il y a un supermarché, il y a des infrastructures sportives et tout ce qu'il faut. Les cités qui sont actuellement fonctionnelles, en fait, ne valent même pas le quart de Kabbalah. Et Kabbalah fait 4000 personnes, mais on a 100 000 étudiants là. Ça veut dire qu'il faut encore continuer. Une commission est mise en place chaque année pour l'attribution des lits aux étudiants selon des critères. Les bénéficiaires payent 10 000 francs par année scolaire, soit 1 000 francs par lit et par mois. Le CNU met à contribution le bureau de coordination de l'AM pour la supervision de l'entretien des chambres et des blocs. La médicalisation du premier échelon, une stratégie d'accès aux soins de santé de qualité, est un espoir pour les jeunes diplômés. C'est le thème de la 21e Assemblée générale des médecins de campagne du Mali. Les médecins vont débattre au cours de leurs travaux des difficultés liées aux soins en milieu rural et les conditions de travail du médecin en première ligne à Gali Agagissa. Plus de 250 médecins exercent leur profession au niveau du premier échelon de la pyramide sanitaire. Il convient alors de renforcer les capacités de ce personnel. Et l'association des médecins de campagne du Mali s'attelle à ce combat depuis 20 ans. Pour cette 21e Assemblée générale, l'association a choisi le thème « La médicalisation du premier échelon, une stratégie d'accès aux soins de santé de qualité et un espoir pour les jeunes diplômés ». Un choix non fortuit. La médicalisation des zones rurales ouvre des perspectives particulièrement riches
pour consolider la mise en œuvre des programmes nationaux d'action sanitaire et aussi pour utiliser les ressources qualifiées avec la mise en place d'équipes de santé dirigées par un médecin. Une vision qui rime bien avec les orientations du département en charge de la santé. 20 ans après la création de l'association et 24 ans après l'installation du premier médecin de campagne, l'AMC s'est imposé comme un acteur incontournable dans l'offre des services de santé au premier échelon de notre système de santé. En outre, l'initiative des médecins de campagne s'est révélée comme étant l'une des expériences les plus réussies en termes de fidélisation du personnel de santé en milieu rural. L'informatisation des différents centres de santé, la prise en charge des maladies chroniques dans la stratégie nationale de lutte contre les maladies non transmissibles sont entre autres les doléances de l'Association des médecins de campagne. Parlons à présent sécurité. La patrouille d'envergure mixte des policiers, gendarmes et gardes nationales a sillonné hier soir jusqu'au petit matin la capitale Bamako. Comme d'habitude, il s'agissait par cet exercice de sécuriser la ville afin de permettre à la population de vaquer à ses préoccupations. Notre équipe de reportage dirigée par Abdul Karim Kaba était sur le terrain. Voici son reportage. La patrouille de ce soir est une patrouille de grande envergure avec pour mission d'interpeller toute personne suspecte, d'empêcher les bandits d'attaquer la nuit. C'est avec ces instructions que des policiers, gendarmes et gardes répartis par secteur ont quadrillé la ville de Bamako pour une patrouille d'envergure. Autant sur la rive gauche que sur la droite et au fin fond des quartiers, les passants ont été interceptés et fouillés. Patrouille dans les quartiers périphériques de la commune 4. Parce que c'est des zones reculées, c'est des zones non éclairées. Puis c'est dans ces zones que nous trouvons les bandits cachés. La quiétude des citoyens, ça c'est l'objectif de la police et des forces de sécurité. Et comment on procède? On fouille les véhicules. À une certaine heure de la nuit, quand on surprend les personnes dans des endroits un peu cachés, nous demandons les pièces d'abord, l'identification des personnes, ensuite voir s'ils n'ont rien de suspect en main et fouiller les coffres des véhicules. Au cours de cette soirée, notre équipe et les agents en service ont constaté l'utilisation anarchique de l'uniforme. Voici la carte professionnelle falsifiée d'un policier. Si nous interpellons les gens, nous les conduisons au commissariat. Nous procédons à leur identification. Si nous ne leur reprochons rien, ces personnes-là sont libérées. Usagers comme porteurs d'uniforme demandent l'indulgence et surtout le civisme des citoyens afin de sécuriser la population dans les règles de l'art. Voilà, les résultats des patrouilles portent fruit. Le commissariat de police du 11e arrondissement vient de mettre hors d'état de nuire 3 bandits de grand chemin. Il s'agit de 3 récidivistes connus du monde carcéral spécialisés dans les braquages. Ces cambrioleurs de l'Aube sont responsables du pillage de 3 officines à Kalabankoura, en commune 5 du district de Bamako. Le reportage de Abdraman Maïga. Cet homme qui vient de s'infiltrer dans cette officine s'appelle Abdou Koulouali. Il est domicilié à Sikoroni en commune 1 du district de Bamako. Lui et ses 2 compagnons s'aimaient depuis un certain temps la terreur à Kalabankoura en commune 6 du district de Bamako. Ils ont été arrêtés le 20 février dernier grâce à des caméras de surveillance et aux informations recueillies par le 11e arrondissement auprès d'un anonyme. Nous avons été informés de ce qu'une professionnelle de sexe est en train de vendre des produits cosmétiques de provenance douteuse. Immédiatement, une équipe s'est rendue sur les lieux et a constaté effectivement que les produits en possession de la fille ressemblent fort à ceux qui ont été emportés par les voleurs lors du cambriolage de l'officine de pharmacie dénommée Safari, perpétrée 2 jours plus tôt à Kalabankoura. Ces récidivistes des maisons d'arrêt de Koulikoro, de Gao et de Bamako effectuaient leurs opérations dans des taxis ou sur des engins à 2 roues. Grâce à des outils comme ceux-là, ces bandits prenaient en otage les gardiens des lieux, défoncent les portes des officines et emportent tout ce qu'ils trouvent sur leur passage. À leur actif, au dire du commissaire Diawara, ces bandits ont du 7 au 21 février 2014 pillé 3 officines dans le seul secteur de Kalabankoura.
Pour parvenir à bout de ce grand banditisme, une collaboration entre la police et les populations s'avère indispensable. Pour ce faire, les populations peuvent appeler directement sur le numéro vert mis à leur disposition. Il s'agit du 80 00 11 14 pour la police ou le 80 00 11 15 pour la gendarmerie. La cité des Balanzans Ségou sera du 18 au 21 avril prochain la capitale du livre. L'information a été donnée ce matin aux journalistes par les organisateurs du Salon du livre de Ségou. Cet événement vise à créer la culture de la lecture au niveau de la jeunesse. Cheikh Oumar Sangaré. Livre et culture de la paix, c'est le thème choisi pour ce premier Salon du livre, Salise 2014. Comme temps fort, des expositions ventes, des dédicaces, des espaces littéraires et autres rencontres entre professionnels du livre. Les organisateurs affichent clairement leur ambition, sortir les livres du tiroir pour les terroirs. C'est que quand on a la chance de faire un peu le tour de certaines capitales, on a l'impression que tout est concentré au sein de ces capitales. Alors que dans les régions, ces populations aussi ont besoin d'émulation. Donc nous nous sommes dit, au lieu que les livres restent généralement dans les villes, il faut faire en sorte que ces livres-là sortent des tiroirs pour les terroirs. Et c'est ça le slogan même du salon. Donc c'est pourquoi on a choisi Ségou. Les objectifs du Salon du Livre 2014 sont, entre autres, créer le goût de la lecture, contribuer à l'émergence d'une véritable industrie du livre et promouvoir les langues nationales. Les langues maternelles ont une place de choix dans ce salon. Et dans nos objectifs, c'est même bien écrit. Et promouvoir aussi bien, c'est vrai, la langue française qui est la langue officielle, mais les langues nationales aussi. Les organisateurs veulent institutionnaliser cette rencontre annuelle autour du lire et du livre. Un rendez-vous est donc pris avec les livres dans la capitale des 4404 Balanzans du 18 au 21 avril prochain. Autre élément culturel, clôture hier au Fort de Médine, la 9e édition du Festival international de Caille Médine Tamba. La cérémonie a été marquée par des prestations d'artistes, un défilé de mode, une projection de films et une remise de matériel sportif aux équipes de football Espoir de Soleil Caille. Le reportage de Kansoutou Kanouté. Classé patrimoine national, le Fort de Médine a servi de cadre pour abriter les prestations des artistes, le défilé de mode, la projection de films sur les différentes éditions passées du festival, le parcours mené par la promotrice pour atteindre ses objectifs, entre autres. Au cours de cette soirée, on pouvait voir défiler des enfants, des jeunes filles et garçons en tenue traditionnelle du Kasso. L'orchestre Amanar de Kidal a donné des frissons à tout le public présent, comme quoi le festival Caille Médine Tamba, c'est la culture mais aussi la réconciliation entre Maliens et Maliennes. Le ministre l'a rappelé, plus d'1,5 milliard ont été dépensés ici pour le moment, pour la restauration de ce fort-là. D'autres festivals ont lieu ici qui ont beaucoup plus d'écho que ce festival-là. Je vous invite vraiment dès maintenant à mener la réflexion en attendant qu'une commission plus élargie se mette en place et qu'à l'issue, le monde entier puisse se retrouver ici pour ce festival-là. Et alors, ce festival-là sera vraiment un festival international. Auparavant, Mme Guéguen Alice Dako a fait une remise de dons aux équipes Espoir et Soleil de Caille. Ce don est composé de ballons, de maillots, entre autres. Ces lots de maillots, de ballons, c'est venu directement de la part de nos partenaires français, bretons, qui n'ont pas pu malheureusement être avec nous ce matin. Solidarité Dar Salam, qui nous accompagne dans beaucoup d'actions, les forages, les dispensaires, et beaucoup d'autres. Le représentant du maire de la commune urbaine de Caille, Issa Kanouté, a remercié au nom de toute la population de Caille et des jeunes Mme Guéguen et s'est dit convaincu que les bénéficiaires en feront bon usage. Après le livre, le festival de chant de danse, voilà maintenant le pinceau de l'artiste. Près de 15 artistes plasticiens ont exposé sur une dizaine de sites lors du festival sur le Niger à Ségou, qui a consacré une grande place aux arts visuels. Valérie Oka, une artiste ivoirienne, a impressionné le public par la nature de ses œuvres. Elle a utilisé les techniques de la performance et de projection vidéo appuyées par une installation dans une exposition tirée Pulsion. Alors, elle interpelle le public sur le silence maintenu sur les violences faites aux femmes. La performance de Valérie Oka est le sujet du dossier culturel signé Cheikh Oumar Sangaré. Suivez.
Ce que vous voyez n'est pas une chambre ordinaire. Le décor exhibe le passage de la violence par là. La scène est appuyée par un film projeté en boucle. Du bruitage aux images, en passant par les décors, tout parle et forme une œuvre d'art plastique sensationnelle condamnant les violences faites aux femmes. L'œuvre s'intitule Chut. Chut parce qu'on ne parle pas de ça, on n'en fait pas la promotion véritablement. Chut parce que dans nos traditions africaines, souvent on dit à la femme, quand la femme dit « Ah, mon mari m'a battu », on lui dit « Ah, mais il faut que tu supportes ta douleur, ça va bénir tes enfants. » Même l'homme qui frappe sa femme, il ne va pas aller chanter sur tous les toits qu'il a frappé sa femme. Valérie Oka est une artiste graphiste et designer qui peint dans le style du pop art et de l'art conceptuel agenceur d'installation, comme ici aussi. La table à manger que vous voyez est une œuvre d'art. Alors en fait, cette réalisation, c'est pour mettre en valeur les liens qui nous unissent, nous, êtres humains. Le dialogue, parler, partager. Cette pièce-là invite en fait 12 personnes, des personnes de notoriété qui ont du caractère et qui peuvent dire des choses. Donc on dîne et donc à la fin je demande aux participants de laisser une trace de leur émotion sur la table et quand le dîner se finit, on laisse la table telle qu'elle est et le visiteur pénètre dans cet univers. Ces peintures sont réalisées sur des plastiques transparents. Le rouge est dominant car Valérie a sa conception des couleurs. Mais par exemple, le rouge, pour vous, peut représenter la force, la puissance, l'amour, la passion. Et pour moi, peut représenter la mort, le sang, la violence. Et tout ça dépend des traumatismes que chacun de nous a pu avoir tout au long de notre vie, de bébé jusqu'à maintenant. Et en fonction des expériences qu'on a vécues émotionnellement, on a enregistré à l'intérieur des choses. Valérie Oka expérimente l'interrelation perverse et conflictuelle des pulsions et des émotions. C'est ce qui justifie le titre Pulsion de cette exposition. Exposition dont la qualité technique et artistique a été saluée. L'exposition de Madame Valérie nous a beaucoup réconfortés. Et à travers cette performance, nous avons su qu'il y a une autre exposition aussi à travers l'exposition dîner et puis sur les pulsions. Ces installations qu'on appelle une performance, qui est une première, je m'en vais vous dire, à cette édition, au niveau du festival sur le Niger, et dont le public malien ne connaissait pas très bien sur la performance dans le domaine des arts plastiques parce que c'est un peu méconnu. L'exposition Pulsion fait partie des recherches que l'artiste mène sur les relations humaines et interpersonnelles, sur la relativité entre les choses et les limites imposées par les conventions sociales. Pour Valérie Oka, les traumatismes émotionnels hérités du passé agissent continuellement en nous comme des prisons virtuelles. D'où cet appel aux femmes pour qu'elles brisent enfin le silence. Il me paraissait important, comme justement c'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup, de mettre ça en relief et surtout pour interpeller les hommes mais aussi les femmes, pour qu'elles sachent que la violence conjugale, c'est un crime. La 10e édition du festival sur le Niger a été un festival des arts visuels au cours duquel des artistes se sont exprimés à travers leurs pinceaux et collections à l'image de Valérie Oka. Elle est à coup sûr une figure emblématique et un accélérateur du mouvement de l'art dans la région ouest africaine. La Fondation malienne pour l'entraide et le développement a tenu sa première assemblée générale. Il s'agissait de faire le compte-rendu après un an d'existence, une activité suivie de discussions sur l'avenir de la structure. Cette rencontre a permis la collecte sur place de plus de 10 millions de francs CFA. Isaac Tchenou. L'hôtel Radisson Blu a servi de cadre à la Fondation malienne pour l'entraide et le développement de tenir son assemblée générale. Une assemblée qui se tient un an après sa création.
Cette fondation se donne comme mission d'apporter sa contribution au développement du Mali. Au cours de cette assemblée, les responsables de l'organisation ont fait le point des activités menées, celles qui restent à exécuter et les perspectives de la FEMED. L'Assemblée, on l'a fait pour faire compte rendu ce qu'on a fait et on a fait aussi pour que les gens comprennent pourquoi la fondation est créée. La fondation même veut quoi? Notre fondation est faite uniquement pour développer le Mali. Ça fait pour aider les pauvres. C'est pour cela qu'on a fait l'Assemblée pour réunir ce qu'on a déjà fait. Dieu merci, on arrive à opérer au moins 250 personnes. On est arrivé aussi à soigner au moins 1000 et quelques personnes qu'on a soignées. Donc on veut seulement continuer à aider les Maliens. Alhamdulillah, Dieu merci, on est très très satisfait. On sait que les fondations là, ça va avancer. Parce qu'on n'a pas autre cœur. On veut seulement aider les pauvres, on veut seulement les pays développés, puis c'est tout. La FEMED agit pour l'instant dans le domaine de l'adoration, de l'éducation, de l'investissement, de la santé et de l'humanitaire. Une assemblée qui a permis le collecte de plus de 10 millions de francs CFA. Sport, football, ils sont également artistes. Il s'agit des sportifs puisqu'ils font chanter et danser, souvent pleurer. Vous le savez déjà, c'est parti depuis hier pour le tournoi de la paix, de l'amitié et de la solidarité. Organisé par le ministère de la Jeunesse et des Sports, ce tournoi va regrouper pendant 6 jours les jeunes de 16 pays invités. L'événement était présidé par le Premier ministre Oumar Tatamli et le chef de l'aménagement Bert Koenders. Sur le terrain, le Mali a battu sans difficulté le Sénégal 2-0. Le compte-rendu de cette cérémonie inaugurale avec Siragatou Cissé. Les Aiglons du Mali, ici en jaune, ouvrent le bal en football face aux Lionceaux du Sénégal. Le coup d'envoi symbolique est donné par le Premier ministre, chef du gouvernement Oumar Tatamli et le chef de l'aménagement Bert Koenders. Ce tournoi de la paix, de l'amitié et de la solidarité a tout son sens. La soirée est bien arrosée pour les hommes de l'entraîneur Fanyeri Diarra, victorieux 2-0 grâce à Mohamed Keïta, 24e, et Moussa Doumbia, 42e minute. Le Mali jouera son deuxième match ce mercredi contre le Burkina Faso. L'un des temps forts des festivités de ce tournoi a été la cérémonie d'ouverture. On a vu plein les yeux avec le défilé gigantesque des 16 pays invités. Le Mali, terre de paix, de fraternité et d'hospitalité, a été célébré à travers une chorégraphie superbement orchestrée par les enfants issus de toutes les ethnies du Mali, sans exception. Vous savez que le Togo a participé fortement à la recherche de cette paix. Je ne peux être que contente. Et que mon président, son point fort pour sa politique tourne autour de la paix, la réconciliation, l'amitié et la jeunesse. Tout ce que je vois là, un brassage de paix. Je pense qu'il est temps que les Africains s'unissent. Le sport permet au peuple, aux jeunes, aux populations d'échanger et de développer des valeurs qui sont à la limite, à l'antipode de tout ce qui peut nous mener vers des situations conflictuelles. Aujourd'hui, le Mali a besoin de respirer et de montrer une autre face au monde en disant aujourd'hui, nous sommes en train de tourner la page. Aujourd'hui, nous sommes fréquentables. Aujourd'hui, le peuple malien est uni comme un et un seul individu pour faire face aux défis du développement. Ce tournoi de communion et de brassage se poursuit jusqu'au jeudi 27 février. D'ici là, chacun y trouvera son goût et sa passion. Tout à fait, Siragatou. Si c'est la compétition du tennis de table du tournoi de la paix, de l'amitié et de la solidarité a donné son coup d'envoi cet après-midi dans la salle des sports du stade Omnisport Modibo Keïta. Le Mali a été battu par la Chine et par la Guinée par 3-7-0. L'Algérie a dominé le Togo par 3-7-2. Voyons le résumé de toutes ces rencontres avec Mamoudou Danté. Ils sont environ 20 athlètes venus du Sénégal, du Togo, de la Guinée, de l'Algérie, de la Chine, du Burkina Faso et bien sûr du Mali prendre part à la compétition de tennis de table du tournoi de la paix, de l'amitié et de la solidarité. Au programme des matchs d'ouverture officiels, les juniors maliens Aziz Sangaré et Soumaïla Kanouté n'ont pas fait le poids devant les Guinéens Ahmed Konté et Maré Kamara en championnat par équipe. La Guinée en blanc remporte 3-7-0 contre l'équipe malienne. Ce championnat par équipe se joue en deux phases. D'abord 1 contre 1 et 2 contre 2.
Respectivement, les équipes A et B du Mali ont été battues par le Togo et par le Burkina Faso 3-7-0. Nous sommes débutants. Nous sommes une fédération d'une année à peu près. Donc vraiment, je suis content déjà. Les jeunes ont vu comment il faut jouer en tennis de table. Et pour dire que aussi le tennis de table, comme les gens le disent, c'est pas le ping-pong. Bon, ça c'est dans le salon, mais le tennis de table c'est une discipline comme les autres. Au-delà de son caractère sportif, ce tournoi permet de consolider la paix au Mali, mais aussi dans la sous-région. Ce qui est d'abord impressionnant, c'est que mon petit Togo a croisé un champion et qui les a battus. En signe de paix, vous avez vu que c'est le fair play qui règne. L'Algérie et le Togo, c'est des amis. L'amitié, la paix, la réconciliation, la joie, tout régnait de tous les côtés. C'est ça qui m'a plu. Pour les autres résultats, Algérie domine le Togo 3-7-2. Le Burkina Faso a gagné face au Sénégal 3-7-1. Par le même score 3-7-0, la Chine bat le Mali et la Guinée. Avant de nous quitter cette annonce, que pense la société civile du processus de négociation pour une sortie de crise définitive au Mali? C'est le sujet de l'émission Questions d'actualité de ce dimanche. Pour la première fois, les présidents des principales organisations et associations de la société civile se prononcent publiquement sur les accords de Ouagadougou ainsi que sur la suite du processus de négociation pour la sortie de crise définitive. Il s'agit des présidents du Conseil national de la société civile, de la CAFO, de la jeunesse et du vice-président du Conseil national des personnes âgées. Question d'actualité, c'est tout à l'heure à partir de 21h30. Ainsi se referme ce journal au nom de l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Autre rendez-vous avec les informations demain 10h-13h, une présentation de Mohamed Touré. Et pour les éditions du soir, retrouvez Aïssata Ibrahim Maïga. Pour revoir ce journal, visitez notre site www.ortm.ml. Au revoir et qu'Allah bénisse le Mali.